Le procès, c'est la non-amnistie et c'est l'aboutissement qu'on souhaiterait alors comme, comme alternative ou plutôt comme réponse à l'amnistie. Alors, j'ai envie de dire, c'est la première fois qu'on dit que la justice a une boîte à outils extraordinaire de luxe, impeccable. Je me sens plutôt avec la même boîte à outils que celle que possédait la commission sud-africaine. Nous n'avons pas une boîte à outils extraordinaire. Nous avons tenu certains procès, mais on verra, et ce sera d'ailleurs au stade de la conclusion, que la justice ne peut, en tout état de cause, qu'occuper une certaine place dans le processus de réponse, de mémoire, suite à ces crimes qui, il faut reconnaître, quand même dépassent l'entendement. Alors, 2 mots simplement pour me présenter un peu davantage pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que j'ai été juge d'instruction dans les affaires Rwanda ici en Belgique. Donc, je rappelle le génocide des Tutsis, et j'ajoute toujours des Hutus modérés, au Rwanda, a eu lieu donc juillet 1994. On évoque un chiffre, le dernier chiffre le plus souvent cité, 800 000 morts. Donc il n'y a jamais eu autant de morts en si peu de temps. Et avec un génocide qui se caractérise par une adhésion non négligeable de la population. Et donc c'est évidemment un phénomène qui était tout à fait interpellant. Alors moi-même j'ai été chargé des instructions assez rapidement en 95, début 95, donc moins d'une année après le génocide. Et je me suis rendu à peu près une quinzaine de reprises au Rwanda pour faire des enquêtes sur place, mais bien entendu, on a entendu pas mal d'autres personnes aussi en d'autres lieux. Et ces instructions ont donné lieu à 4 procès à Bruxelles qui ont été menés devant la cour d'assises, ici, entre 2001 et 2005. Et donc c'est un peu, quelque part, le magistrat, le juge d'instruction qui, avec la distance, parce que je pense qu'il fallait, d'abord en tant que juge d'instruction, quand on est effectivement au cœur des instructions, on reste très prudent et impartial, bien entendu, mais avec le temps, j'estime qu'il était important de pouvoir mener certaines réflexions, de s'interroger, mais au fond, est-ce que tous ces procès, est-ce que ces instructions, est-ce que la justice a un sens face à ces crimes? Et je vais situer alors mon propos dans le sens que peut avoir le procès dans le rapport au temps. Puisque la mémoire, c'est avant tout un rapport au temps. Et donc, je voudrais, dans une première partie, d'abord simplement interroger les crimes et les différents acteurs ou les personnes impliquées dans ce rapport au temps. Alors, pour l'avoir vécu, je veux dire physiquement, j'ai envie de le dire, dans un premier temps, soyons clairs, c'est le temps du silence et du deuil. Il n'y a pas de place pour la parole. Il n'y a pas de place pour la justice. Il faut prendre du temps, il faut laisser du temps au temps. Quand j'étais au Rwanda, donc c'était les premières commissions rogatoires en mai et en juin 1995, on était moins d'1 an après la fin du génocide, on déterrait les morts des fosses communes. Les fosses communes, c'était les trous qui existaient, c'était les fosses septiques. C'était une situation, j'ai un souvenir d'ailleurs toujours de sinistrose, les gens ne parlaient pas. Nous-mêmes, on était avec ce poids de tout ce qui s'était passé. Je ne vous cache pas que la parole, on a l'impression que la parole n'avait pas de place. Nous-mêmes, on était plein de questions. Comment ça a pu avoir lieu? On était presque en disant, mais c'est pas possible. Ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc on voit déjà que la première réaction, il n'y a pas de place pour cette prise de parole, pour quelque part dire, mettre des mots sur des choses tout à fait invraisemblables. Alors une fois que le temps passe, l'écoulement du temps, eh bien il faut savoir que suivant les différentes personnes concernées, le temps est vécu de façon très différente. D'abord les victimes. L'écoulement du temps, vous savez, pour une victime encore aujourd'hui, le génocide c'était hier et c'est presque ce matin. Je crois que chacune des victimes vous savez, quand on a tué vos enfants, il ne faut même pas que ce soit dans le cadre d'un génocide, vous avez perdu un enfant, je crois qu'il n'y a pas un jour où vous vous levez
sans y penser. Donc pour les victimes, le temps s'est arrêté. Le temps, c'est le présent. Le passé squatte à tout moment le présent. Il y a même des fois plus de place pour un présent et pour un futur. Alors je ne vous cache pas qu'on a vécu, j'étais au centre de toute cette expérience un peu particulière, de la compétence universelle, on en a parlé beaucoup en Belgique, cette compétence universelle. S'il y a bien une chose que je retiens, c'est quand même cette quête désespérée de victimes dont personne ne contestait qu'elles avaient été victimes des crimes les plus graves, qui erraient par-delà le monde et qui ne trouvaient aucun juge. Alors on a fort critiqué le juge belge qui ouvrait sa porte parce que la loi le prévoyait, pas parce qu'il avait spécialement envie, mais parce que la loi le prévoyait. Moi je dis la principale critique, c'était quand même les nombreuses portes qui étaient fermées et qui faisaient que ces victimes ne trouvaient aucun endroit, aucun juge à qui s'adresser pour demander justice. Alors pour les victimes, pas besoin de mémoire. La mémoire, le passé est présent à tout moment. Je crains que le passé envahit toujours le présent et donc il n'y a pas besoin de mémoire. Elle s'installe, je veux dire, elle s'impose par elle-même. Pour les auteurs de crimes, alors je parle des auteurs, ceux qui ont commis les crimes, alors vous voyez que je suis plus prudent, je n'emploie pas le terme bourreau, j'emploie les auteurs des crimes. Eh bien c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Soit on s'enferme dans les dénégations, et là, je partage fort les analyses, cette question d'avouer, et j'y reviendrai, d'avouer de tels faits, ce n'est vraiment pas une démarche évidente, et au contraire, il y a beaucoup de raisons plutôt de nier des faits aussi graves que de les avouer. Et puis, même si on reconnaît ou si on est confondu, on trouve plein de causes de justification. Et je peux vous dire qu'on est très rapidement confronté à dire, mais bon, ok, il y a peut-être eu des morts, mais il y a eu des morts dans l'autre camp. Le FPR, de l'autre côté, il a aussi fait ses morts. On a parlé d'une sorte de match nul, de double génocide. Certains ont évoqué la colère spontanée de la population parce que leur président avait été abattu. Colère spontanée de la population, ça veut dire on ne peut rien y faire, il n'y a pas de responsable. Enfin, et combien de fois j'ai pas entendu le mot, c'était une catastrophe naturelle, enfin presque naturelle. En disant, non, une catastrophe qu'on ne pouvait pas éviter, mais l'air de dire, c'était inéluctable, compte tenu des données. Aussi, la notion de légitime défense, on ne faisait que se défendre. Il y avait une guerre, on était attaqué par le FPR, donc on se défendait. C'est vrai qu'il y avait une guerre. Et donc, on voit que du côté des auteurs, c'est au contraire, soit nier les faits. Alors, vous savez, une des fonctions des dénégations, c'est que si on nie les faits, on peut faire comme s'ils n'ont pas existé. Et s'ils n'ont pas existé, pas de mémoire, rien. La cause de justification, c'est la même chose. C'est de dire, mais mes comportements sont justifiés par certaines circonstances que j'évoquais, notamment l'attitude de la partie en face. Si vous êtes justifié, vous n'avez pas commis de crime. Hein. Et donc, on passe à autre chose. Et donc, et ça heurte, évidemment, cette attitude heurte gravement les victimes, mais c'est souvent une attitude qu'on rencontre de l'autre côté. Je ne parle pas alors des causes des fins nationales ou même des grands responsables criminels sont même reconnus comme les sauveurs du peuple, les défenseurs de la cause nationale, et sont encore reconnus. Vous savez très bien que certains défenseurs de la cause nationale qui sont adulés dans certains pays sont en réalité aussi des grands criminels qui ont des crimes de masse sur leur responsabilité. La communauté internationale. Alors, soyons clairs. La communauté internationale, oui, la première réaction, c'est l'indignation. C'est l'horreur, c'est les photos, c'est les médias, c'est les... Il faut reconnaître qu'à l'instar des médias, d'ailleurs, on a cette capacité stupéfiante, mais redoutable, de savoir passer d'une tragédie à l'autre. Et que la tragédie nouvelle occulte très rapidement la tragédie ancienne. Pourtant, on s'est crié plus jamais ça. Hein, le plus jamais ça, et puis on voit, enfin, c'est de nouveau ça.
Et donc là, reconnaissons-le que la communauté internationale a aussi cette capacité. Alors après, ça devient la réconciliation, le besoin de réconciliation. Il faut la paix. Il faut la paix. C'est des bons motifs, hein, la paix. Enfin, on ne peut pas raviver les querelles du passé. On sait bien, si on fait des procès, ça va raviver. Donc, autant laissons les choses où elles sont, et comme ça, on aura la paix. À mon avis, ça relève de l'illusion parce qu'on sait très bien que le cercle de l'impunité alimente précisément les crimes futurs. Ou plutôt ont alimenté les crimes précisément qui ont été commis, des systèmes d'impunité antérieurs. Alors, venons-en à l'action de la justice au procès. Alors, je pense que pour qu'il y ait justice, et j'ai envie d'ajouter et mémoire, en relation avec ce que la justice fera, mais il faut à un moment donné briser le silence. Et alors la justice, je peux la présenter peut-être en 3 temps. Ou plutôt que pour briser le silence et peut-être construire la mémoire, il faut que les choses puissent être d'abord dites. Ça, c'est ce que je vais appeler le temps de la preuve. Puis, il faut qu'elles puissent être entendues. Ça, c'est le temps du procès. Et puis, il faut qu'elles puissent être reconnues. C'est le temps du jugement. Et donc, c'est à travers ces 3 temps du procès que je voudrais effectivement essayer de tracer un certain sens du procès, et notamment en relation avec la mémoire. Alors, le temps de la preuve, c'est le temps des témoignages. Et de nouveau ici, je vais reprendre les différents acteurs. Enfin, si on peut dire que la victime est un acteur, bien entendu, c'est une victime avant tout. D'abord pour les victimes. Prendre la parole est quelque chose d'extrêmement difficile. On le sait en matière d'abus sexuels, comme les victimes ont des difficultés, elles ont honte de ce qu'elles ont vécu. Vous savez, quand vous avez été traités comme des animaux, on traquait les personnes comme des animaux, que vous avez vécu dans la brousse pendant 2 mois sans pouvoir vous laver, et quand dans un contre-interrogatoire sur un viol, un avocat vous pose en disant « Et quoi, vous ne vous êtes pas lavé ?» et ajoute « Quel homme voudrait d'une femme qui ne s'est pas lavée depuis 2 mois ?» C'est mal connaître les hommes d'abord, je suis désolé. Mais non, parce que c'est une réalité auquel j'ai été confronté. Mais vous vous rendez compte, moi je suis victime, je ne vais plus à un procès, dans ces conditions-là. Donc il faut savoir que la justice a beaucoup de difficultés. Déjà dans les procès habituels, à ne pas maltraiter, j'emploie le terme maltraiter en un mot et en 2 mots, maltraiter en 2 mots, mais maltraiter en un mot aussi, les victimes qui témoignent. On sait déjà que c'est extrêmement difficile, alors je peux vous dire que dans cette matière-là, c'est encore beaucoup plus difficile. J'en viens au témoin neutre. Je vais le qualifier, le Hutu, qui n'était pas visé par les tueurs, mais qui n'a pas tué. Il y en a beaucoup. Parce que finalement, vite on dit, c'est pour ça que je n'aime pas le terme du génocide des Tutsis, qui est le terme exact, c'est parce qu'on ajoute vite, alors c'est par les Hutus. Alors que ce n'est pas vrai, bon Dieu. Il y en a plein de Hutus qui n'ont pas commis d'infraction. Mais pour la position du témoin, vous savez, quand 2 communautés se sont entre-déchirées dans la guerre, mais aussi dans les crimes et dans le génocide, vous appartenez vite à un camp et pas à l'autre. Quoi? Tu témoignes, tu accuses tes frères? Oui, mais enfin, les autres ont commis aussi des crimes. Et donc, le choix est souvent à ce moment-là, c'est comme les 3 petits gorilles. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien à dire. Il faut avoir du courage pour témoigner. Ce n'est pas évident. La prise de parole des accusés, c'est la question des dénégations. Honnêtement, ce sont des crimes quand même particulièrement difficiles à avouer. Comment est-ce que vous allez avouer, reconnaître que vous avez participé? Vous allez expliquer comment on a découpé un enfant à la machette. C'est quelque part presque tuer une seconde fois, c'est assumer presque ce qu'on a fait. Et on ne peut pas assumer ça. Alors moi j'en ai connu quelques-uns. Quelques-uns qui étaient ceux qui étaient vraiment en aveu, qui étaient anéantis.
Et quelque part, on avait l'impression qu'ils étaient autant des fantômes que les victimes elles-mêmes. Et d'autres qui étaient des témoins extraordinaires. Je me souviens que dans 2-3 dossiers, on avait les responsables des Interamo, et donc des milices, qui étaient en aveu. Et le gars expliquait tout. Comme juge d'instruction, je peux dire, c'est bien un témoin de première ligne qui est en aveu, qui explique tout, le rôle des uns, le rôle de mon inculpé qui est ici en Belgique. Eh bien, j'ai toujours été ultra mal à l'aise. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment que ces gens, après avoir été des vedettes en termes de tueurs, devenaient des grands repentis vedettes. Et évidemment, notamment avant le procès, ils ont été interviewés par RTL, par la RTBF, par les radios, les télévisions, et jouaient un rôle de grands repentis. Mais j'ai l'impression que c'était de nouveau pour se mettre en avant. Et donc ça ne disait pas nécessairement qu'ils mentaient, mais en termes de prise de parole, je peux vous dire que cette prise de parole me mettait fort à l'aise. Alors, j'en arrive au procès. Alors, le procès, ça c'est peut-être une qualité du procès, c'est qu'on donne la parole à tout le monde. Vous savez, la veille du premier procès en Belgique, gros titre dans les journaux, 4 génocidaires devant la cour d'assises de Bruxelles. Bravo pour la présomption d'innocence. Et je me suis dit, intérieurement, lisant ça, si le parquet présente les 4 inculpés que je connaissais, je les avais interrogés quand même de nombreuses fois, je connaissais tout le dossier, je me suis dit, si le parquet les présente comme des génocidaires, des monstres, des bourreaux, des bouchers, vous allez tous les 4 acquittés. Je rappelle, c'est quand même intéressant de savoir qui était dans le premier procès à Bruxelles, un ancien ministre, un professeur d'université, un peu mal barré, et 2 religieuses. A priori, pas des personnes, le profil de personnes que vous attendiez devant une cour d'assises pour les crimes les plus graves, poursuivis pour les crimes les plus graves. J'ai envie de dire des gens un peu comme vous et comme moi. Oui. Et donc si on les avait fait passer comme des monstres, des gens qui... C'est confortable de dire qu'ils sont des monstres. Comme ça, ils appartiennent... Ils sont un peu malades. Hein? Donc, ils appartiennent à un autre monde, mais pas nous. Ça évite de se remettre en question soi-même. Et donc, le procès est bien parce qu'il permet de donner la parole aux victimes. Alors, cette prise de parole, les victimes... Alors, je ne vous cache pas que ça a été pour moi un des enjeux principaux des procès, c'est d'abord admettre que les faits, on ne parle pas de culpabilité, que les faits ont pu avoir lieu. Alors vous savez, un génocide, qu'est-ce que c'est? Un génocide, on va dire, c'est une définition juridique. Il y a la Convention de 1948 qui donne une définition juridique du génocide, d'ailleurs qui est reprise par ailleurs. Un génocide, c'est souvent un chiffre avec beaucoup de zéros après. C'est un nombre incalculable de victimes, mais ça devient tellement incalculable que ça devient un peu abstrait. Eh bien, pour moi, le génocide, ce sont des flashs. Je ne vous cache pas qu'ils continuent à me hanter. Alors, je vais en citer qu'un seul ici, mais... C'était une dame qu'on a entendue au Rwanda, dont tous les enfants et le mari ont été tués, et elle-même avait reçu un coup de machette dans le dos, et donc avait été laissée pour morte, jetée dans la fosse, et s'était parvenue à s'extirper la nuit de la fosse. Elle avait été laissée pour morte, elle était parvenue à s'échapper. Et c'est important à souligner, elle a été aidée, soutenue, soignée par des voisins Hutus. Des voisins Hutus. C'est important, elle était Tutsi. Et donc on entend cette personne, elle fait tout son témoignage, elle était au cœur du cyclone, hein, elle était au cœur des tueries, puisqu'elle-même a été... Et donc elle nous explique tout, et elle désigne les gens, etc. Bon, témoignage évidemment, important, témoignage direct. Et puis à la fin du témoignage, on n'avait pas de boîte à outils extraordinaire, on n'avait pas de médecin légiste avec nous. Et donc je dis à la dame, est-ce que vous pensez qu'on pourrait, j'essaye vraiment doucement, mais peut-être prendre une photo de votre blessure sur le dos pour accréditer votre récit? C'est quand même un élément matériel qui donnait foi au récit. Et donc cette personne très digne accepte, et donc on voit une plaie en forme
enfin une plaie non recousue. Une plaie de machette, ça faisait pas, enfin, on pouvait en tout cas l'attribuer sans problème à une machette. Et alors qu'on prend les photos, j'entends une voix imperceptible de cette dame qui dit « J'ai survécu parce que l'enfant que je portais sur le dos a amorti le coup de machette. » Eh bien, c'est ça le génocide. Et c'est ça que dans un procès, il faut de pouvoir admettre. Alors je peux vous dire que quand on a montré des photos aux jurés, il y en a certains qui ont mis les mains devant. Donc les juges, les jurés, c'était ceux qui devaient juger. Ils ont mis les mains devant. Moi aussi, à certains moments, je ne pouvais plus. Heureusement, heureusement qu'on ne supporte pas. Si on commence à supporter en disant c'est normal, mais il faut se rendre compte que quand on juge de tels crimes, on est confronté alors à des visages, des situations, des corps d'enfants, des situations où on se dit, moi je me souviens qu'à un moment donné, confronté à des corps d'enfants, je m'étais dit, enfin je me suis surpris moi-même à espérer que ce soit plutôt le résultat d'une catastrophe naturelle que la main de l'homme. Et c'est ça qu'on doit juger. Donc moi juge, je me disais, c'est pas possible, ça ne peut pas être le fait d'homme, et c'est ça là qu'on allait devoir, quelque part, exposer en justice. La réalité des auteurs. Mais comment est-ce que c'est possible? Alors je peux vous dire, les auteurs, souvent ils ont leur comité de soutien quand ils nient. Ils ne sont pas tout seuls. C'est mon ami, c'est impossible. Je le connais, il est incapable de faire cela. Et je le crois tout à fait, le gars qui le dit. Mais je ne dirai jamais de personne d'entre nous, vous êtes tous incapables d'être un moment pris dans cette logique-là et qui peut mener aux crimes les plus graves. En tout cas, ces gens étaient trop semblables, je peux vous dire, que pour... Alors, il faut savoir, le dernier inculpé qui malheureusement est décédé, je dis franchement malheureusement, était un aveu. Et donc c'était un cadre bancaire qui était responsable des interamoués. Il était vraiment un aveu, enfin c'est mon sentiment. Cette personne m'a appris vraiment beaucoup de choses, en termes de logique. Je vais même vous dire qu'il était sympathique. Enfin, je ne peux pas dire qu'il était sympathique, puisqu'il était un aveu. Mais il devait être sûrement très fort sympathique avant les faits. D'ailleurs, il était apprécié de tout le monde, unanimement. Un type brillant, présentant bien. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, mais, vous savez, monsieur Andermersch, moi, génocide, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Moi, j'étais dans le truc bancaire, dans les banques. Mais quand ça a commencé, moi, j'avais dû accepter, comme j'étais financier un peu des milices interamouées, donc j'étais dans la structure. On a dit, mais maintenant, c'est la guerre, il faut agir, et on m'a demandé d'aller sur les barrières, auprès de mes hommes. Et puis j'étais sur les barrières, et à ce moment-là, c'était foutu. J'ai été acclamé comme le chef qui vient aux côtés de ses troupes, et j'étais prisonnier de mon image. Attention, il ne cherchait pas du tout à s'excuser, il l'expliquait. Il ne cherchait pas à se justifier parce qu'il disait « c'est le drame ». Et du coup, j'ai été dans cette logique de tueur. Alors, il a toujours prétendu qu'il n'y avait pas de sang sur les mains, mais ça revient au même, on est bien d'accord, parce qu'il a été sur les barrières, et donc il savait bien ce qui se fait. Et donc, il était peut-être important de voir pourquoi il y a quand même beaucoup n'avaient pas la gueule de l'emploi. Comment ça se fait que ces personnes qui n'ont pas du tout le profil en viennent à tuer? Et là, on doit voir quand même qu'il y a des contextes. Alors c'est pour ça que j'ai écrit ce petit ouvrage, parce que c'est vraiment les questions en disant, c'est un titre provocateur volontairement, comment devient-on génocidaire? C'était vraiment volontaire, mais c'est vraiment une question de dire, mais comment, à un moment donné, on peut basculer? Il y a un élément de contexte qui est très important. Évidemment qu'il y a un élément au Rwanda, c'était la guerre, c'était la situation économique, c'était les deux ethnies qui se montaient les unes contre les autres, c'était... Donc vraiment, une situation, on le reconnaît, difficile. On avait envoyé une force de maintien de la paix. Donc la situation était difficile. Mais c'est greffé sur cette situation d'incertitude une logique extrémiste. Et ça, on le voit, on le sent, que quand une population est inquiète, quand une population est angoissée, et à bon droit en plus, c'est très facile d'arriver avec des messages simples, la sécurité. Il faut se protéger, la légitime défense. Il faut combattre l'ennemi. Alors c'est extraordinaire, on a retrouvé un document définissant l'ennemi. Comme je n'ai pas trop de temps, je vais aller rapidement. L'ennemi, c'était qui? Le FPR, tout à fait d'accord.
Les infiltrés ennemis, attention, les espions sont parmi nous. On peut encore admettre que les espions sont les ennemis. Puis c'est les milieux où recrute l'ennemi. Ça, c'était le Tutsi de l'extérieur. Ça devient les populations. Puis, c'est les complices de l'ennemi à l'intérieur, les futurs alliés de l'ennemi, c'est-à-dire les Tutsis. Et puis la dernière phrase est la plus redoutable, qui montre vraiment où va la logique. Toute personne, non, c'était marqué même tout, ou tout, qui aide l'ennemi, ou qui pactise avec l'ennemi, doit être considéré comme ennemi. Ceux qui ne sont pas pour nous sont contre nous. Attention, on a entendu ça dans la parole, dans la bouche d'un président au moment de la guerre d'Irak. Ceux qui ne sont pas pour nous sont contre nous. C'est redoutable, ça veut dire que tous les pacifistes deviennent des ennemis. Et alors, vous n'avez plus beaucoup de difficultés. Vous savez, au Rwanda, on a dit qu'il n'y a pas de place pour deux ethnies, il n'y a pas de place pour deux, surpopulation. Ça fait des décennies qu'ils nous emmerdent, enfin, ils font la guerre. Maintenant, il faut la guerre définitive. Et donc, on va obtenir la paix. Comment? En éradiquant définitivement l'ennemi jusque dans ses générations futures. Le problème, c'est que ça ne marche pas habituellement. C'est ça la solution finale, c'est de dire qu'il n'y a pas de place pour deux. Et donc, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Et alors, les gens ont fait des choix. Alors, le choix, évidemment, est toujours difficile. Je collabore, je ne collabore pas. Alors, vous savez, beaucoup ont dit c'était tuer ou être tué. Ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui n'ont pas tué et qui n'ont pas été poursuivis, même une toute grande majorité. Il y en a qui sont fouillis, il y en a qui se sont fait porter malades, il y en a qui ont été ailleurs. Donc, il était possible de faire autre chose. Eh bien, tout ça, toutes ces questions-là, lors du procès, ces explications-là, vous avez bien compris que ce ne sont pas des justifications, peut-être que dans le procès, toutes ces réalités-là peuvent s'exprimer, avec évidemment à la clé la question redoutable, qu'aurions-nous fait à leur place? On me l'a posé évidemment en tant que juge. Qui êtes-vous juge pour qu'auriez-vous fait à leur place? Seule réponse possible, je n'étais pas à leur place. Mais c'est quand même une drôle de question. Ça veut dire qu'on admet possible que placés dans les mêmes contextes, on tue des femmes, on tue des enfants, on tue des vieillards, on commette les pires crimes. Mais qu'auriez-vous fait à leur place? Je rappelle que les conventions internationales et le code pénal disent très bien ce qu'on doit faire à leur place, c'est ne pas tuer. Ne pas tuer des innocents. La réponse est très claire dans le code, dans les lois. Mais c'est bizarre qu'on se pose la question. Alors, moi, je l'interprète autrement. Je ne veux pas faire un doigt accusateur pour ceux qui posent la question. Ça renvoie peut-être à notre fragilité. C'est qu'on se rend compte qu'on est tous fragiles. Si au moins on est conscient qu'on est fragile, on a déjà fait un pas. Parce qu'on peut à ce moment-là, quelque part, se déterminer. Et je conclus là-dessus en disant, peut-être la mémoire, c'est ça. La mémoire, c'est ce rappel au présent de notre fragilité, de ce que l'homme, de ce qu'un humain peut commettre d'inhumain. C'est quand même étonnant, c'est que le mot inhumain, on l'emploie toujours pour des hommes. On ne l'emploie pas pour les animaux. Donc, il n'y a presque que l'homme qui peut commettre des actes aussi inhumains. Eh bien, la mémoire, c'est peut-être ce passé qui remonte au présent, et j'ai envie de dire, pour nous aider à faire des bons choix futurs. Alors là, malheureusement, ce n'est pas encore gagné, les choix futurs, parce que quand on voit le passé, on n'est pas fort gâté. Mais il faut rester, après avoir été confronté à l'horreur, je pense que, au nom de tous les survivants, plus jamais ça, évidemment, il a du sens, mais pour le moment, on a quand même beaucoup de difficultés à le réaliser. Alors, si vous me permettez un petit mot, parce que je vais être impertinent, qui sort de mon propos, c'était sur l'amnistie, amnistie ou pas amnistie. Je vais vous surprendre que je suis un partisan de l'amnistie au sens d'auto-amnistie. Des dirigeants qui se promettent à eux-mêmes l'amnistie. C'est le contraire du procès, vous savez. C'est génial. Il faut du temps pour la justice, on a bien entendu. Oui, là, clac, c'était mon petit. Je dois me taire. Les dirigeants qui s'auto-amnistient, c'est génial. Ils sont les seuls à y croire. L'amnistie, c'est une loi. Après, vous faites une loi qui annule l'amnistie. Donc, vous laissez passer le temps qu'il ne soit plus dirigeant, qu'il n'ait plus le pouvoir de tout verrouiller
et notamment les procès. On sait très bien que tant que les gens sont au pouvoir, ne commencez pas les procès, ça ne sert à rien. Ça n'ira jamais. On a cité, hein, et même quand c'est encore trop proche, trop frais des anciens du pouvoir, s'ils détiennent encore trop d'alliances et trop de cordes, ils ont trop de pouvoir, il n'y a rien à faire, la justice a des difficultés à s'attaquer aux puissants. Donc l'auto-amnistie est un bon passage. Moi, je suis assez partisan de donner l'amnistie, que El Assad vote une loi dans son pays pour l'amnistie, et que ce soit la condition peut-être pour qu'il quitte le pouvoir, et qu'on mette quelque chose d'autre en place. Et puis après, on verra avec le temps, on fera peut-être une autre loi dans l'autre sens, supprimant l'amnistie. Accorder l'amnistie par une loi n'empêche pas, ce sont des crimes inamnistiables, de revenir sur la décision d'amnistie. Je parle évidemment de l'amnistie blanc-seing, chèque en blanc, en disant impunité, ce n'est pas l'amnistie qui vient d'être évoquée. Voilà, je vous remercie de votre attention.